Donc coucou, on va pouvoir faire un effort là. J'ai déjà recommencé la vidéo 3 fois. Je la recommence pas 6 fois en fait. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'update lecture de décembre-janvier 2021-2022. J'ai prévu de parler de pas mal de livres. Du coup je vais rapidement vous faire la liste de tout ce que je vais aborder. Comme ça vous pourrez voir si jamais il y en a qui vous intéressent plus que d'autres. On va parler de It Happened One Summer de Tessa Bailey. Ensuite on va parler de Believe Me de Taheleh Mafi, le tome 7 de la saga Shatter Me. On va ensuite parler de Issue and Honey's Guide to Fake Dating. On continuera avec Flashfire de TJ Klune, le tome 2 de The Extraordinaries. Ensuite on parlera de The Charm Offensive de Alice Cochrane. Et nous clôturerons cette update lecture avec The Soulmate Equation de Christina Lauren. Premièrement, parlons de cette bombasse Atomica. C'est une romance new adulte que j'ai lue en lecture commune avec Clara. Ce livre c'est la définition de explosif, de fun, mais aussi de sexy. Voici l'histoire de Piper qui est très riche. Son beau-père a vachement d'argent, donc c'est une instagrammeuse. Elle fait des photos sur les réseaux sociaux, elle fait plein de soirées et elle fait aussi beaucoup de bêtises. Et un jour elle va organiser une pool party dans un hôtel 4 étoiles où elle n'est absolument pas autorisée d'aller et ça va être la connerie de trop. Son beau-père pète un câble et lui dit: Piper, il faut que tu apprennes ce que c'est que la vraie vie, donc tu vas devoir aller vivre pendant 3 mois dans une petite baraque dans une ville paumée où il y a que des pêcheurs, où il y a que des bateaux, il n'y a même pas d'internet. Piper elle est vachement outrée, mais elle veut aussi prouver à son beau-père que c'est pas la fille superficielle qu'il pense qu'elle est. Cette ville est en effet seulement peuplée de marins, mais laissez-moi vous dire, le marin c'est monté. Sa première rencontre avec cette équipe de marins est assez désastreuse puisque Piper fait son numéro. Elle est très extravagante, elle est habillée de manière très classe. Elle se fait regarder mais tellement de haut par tous ces marins qui la prennent pour meuf superficielle, comprend rien, pour une blonde, une débile, tout ce que vous voulez, notamment Brendan. Sa relation au début avec Piper va être assez orageuse pour ensuite devenir quelque chose d'autre. C'était une lecture qui était hyper rafraîchissante, je l'ai lu comme ça, c'était addictif, c'était hyper rythmé, notamment tout ce qui était les dialogues et tout, les scènes, c'était aussi hyper drôle par moments. Et pour parler des personnages, je les ai énormément appréciés, particulièrement la petite Piper. Quand on vient du milieu aisé, quand on est populaire, quand on aime bien la mode, quand on aime bien se maquiller, quand on est coquette et tout, c'est vrai que c'est très rapide à ce qu'on ait une étiquette de meuf superficielle sur la tête et ça m'insupporte. Parce que en quoi la manière dont on s'habille et la manière dont on s'apprête révèle quoi que ce soit sur ton intelligence, sur tes capacités. Je vois pas pourquoi on devrait dire que les meufs qui aiment la mode sont forcément débiles. Genre ça n'a aucun rapport et en fait ce livre dénonce vachement ça. Que le petit Brendan il va la juger à la seconde où elle va poser un seul talon sur son port. Elle va lui dire mais en fait tu es rempli de préjugés Brendan. Au final Brendan ça l'a secoué et il s'est dit non mais en fait elle a raison, je l'ai carrément jugée. Je comprends même pas le côté de meuf superficielle. Tu dis littéralement qu'une personne ça va pas plus loin que son corps, son maquillage ou ses cheveux, ça n'a aucun fin. Évidemment que tout le monde a un cerveau, tu penses qu'il y a des personnes qui n'ont pas de pensée, tout le monde a des réflexions. D'où tu te dis cette personne ne pense pas, elle n'a pas d'opinion, elle n'a pas de... Bien sûr que c'est qu'elle a des opinions, demande-les lui. Le truc que j'ai trouvé qui était assez facile, c'était par contre la crise des 80% où là je me suis dit ok, je savais que ça allait se passer comme ça, j'ai senti venir. C'était pas le livre le plus recherché, mais franchement moi je ne demande pas aux romances d'être recherchées. Je donne quand même une sacrée médaille à Tessa Bailey parce que elle a quand même su écrire des scènes intimes qui étaient hyper originales et qui du coup étaient super bien à lire parce que c'était un peu... C'était osé, en même temps c'était très bien fait. Donc franchement Tessa, incroyable. Et surtout certifié bienveillance, respect, communication. Si vous voulez une romance new adulte qui répond à toutes vos attentes sans prise de tête, dans lequel vous allez vous amuser, je vous le conseille à 3000%. Ensuite passons à Issue and Honey's Guide to Fake Dating. C'est un livre que j'ai acheté à Malte. Moi et ma meilleure amie on l'a acheté dans une librairie VO dans laquelle elle m'a emmenée, donc j'étais trop contente. La couverture je l'ai trouvée ultra mignonne et donc c'était présenté comme une romance young adulte FF où dedans il y aurait du coup du fake dating. Jusqu'à la moitié du livre j'étais vraiment dedans, j'étais pas mal attachée au personnage, j'étais intriguée par ce qui allait se passer. Après dans la deuxième moitié c'est là où il y a commencé à avoir eu des problèmes pour moi. J'en ai marre. C'est donc en Angleterre. Annie et Issue ont toutes les deux des origines du Bangladesh. Ce sont les deux seules il me semble dans leur école, mais elles ne sont pas du tout amies. Annie elle est assez populaire, elle traîne avec les filles populaires du lycée, tandis que Issue elle est très focus sur ses études. Son but c'est d'être prise dans une super université jusqu'au jour où Annie fait son coming out à ses copines en tant que bisexuelle et ses copines ne la croient pas.
Ils disent mais non mais n'importe quoi, vas-y prouve-le. Et étant donné que elle croise souvent Ishu durant les fêtes qui sont organisées par leurs parents, par la communauté du Bangladesh, ses copines pensent que sa copine secrète c'est donc Ishu. Voilà, Annie va voir Ishu pour lui demander s'il te plaît est-ce que tu peux faire semblant que tu es ma copine. Ishu va accepter parce qu'en fait elle voudrait être élue head girl, ça pourrait énormément l'aider pour entrer dans des universités, mais pour ça il faut être populaire, sauf que Ishu elle est pas populaire. Ce pitch franchement est super cool. Le reproche que je fais à ce livre c'est que l'idée que le résumé renvoie et que les premières pages renvoient, en fait c'est pas vraiment ça ce qui se passe, et du coup il y a un petit décalage entre ce que tu penses lire et ce qui au final a été écrit. Alors Annie, comme je vous ai dit, c'est une fille qui est censée être populaire avec ses deux meilleures copines. De 1, je n'ai pas du tout ressenti le fait qu'elle était populaire, et ça franchement c'était un peu un raté pour moi. Ok, peut-être que ses copines sont populaires, mais vraiment Annie moyen quoi. En fait elles sont pas du tout copines. La relation entre Annie et ses copines c'est à vomir. Je me demande comment c'est possible que Annie ait pu devenir copine avec ses meufs dans un premier temps. J'avais un peu l'impression que l'autrice avait fait ça pour arranger l'histoire. Il fallait que Annie soit populaire et qu'elle ait des potes populaires, et du coup elle les a mis ensemble, mais en fin de compte jamais dans la vraie vie elles auraient été amies. Et aussi la fameuse petite Ishu, qu'elle est très sérieuse, très carrée. Au niveau de la moitié du livre elle fait un petit peu un retournement et hop elle oublie un petit peu toutes ses convictions. C'est pas si grave si je suis pas prise à mon université, c'est pas si grave si mes parents ils sont pas fiers de moi. C'était le truc le plus important à ses yeux, et j'ai trouvé que le switch s'est fait hyper rapidement. J'aimerais approfondir un peu ce que je vous dis par rapport aux copines de Annie. Je pense ont été introduites dans l'histoire pour incarner la biphobie, l'homophobie, le racisme. Quasiment chaque phrase qu'elle prononçait c'était forcément quelque chose comme ça. Ce qui m'a dérangé c'est que en fin de compte ces filles là en fait elles avaient pas d'autre personnalité, elles avaient rien d'autre. Leur seul but c'était de dire vraiment de la merde et des choses horribles à chaque fois qu'elles ouvraient la bouche, et du coup je trouvais ça un petit peu dommage parce que personne ne les a jamais remises à leur place. Annie ne les a jamais confrontées. Moi je voulais que Annie, alors mais les meufs arrêtez de me dire ça, c'est pas normal de me dire ça, et moi ça m'a dérangé que on laisse passer en fait des propos comme ça et qu'il y ait personne qui dise rien. Genre ça m'a mis les nerfs. Peut-être que c'est fait exprès, peut-être que c'est là pour montrer que il y a des gens qui s'en sortent en disant des trucs horribles et qu'il n'y a jamais personne qui leur dit rien. Ça a mené à un problème à un moment du livre entre Ishu et les deux copines, supposées copines de Annie, et en fait Annie a pris la défense de ses deux copines et n'a pas pris la défense de Ishu, alors que Ishu est la seule depuis le début de l'histoire qui la soutient dans la pratique de sa religion, dans son orientation sexuelle, dans tout en fait. Ishu elle l'a soutenue de A à Z, mais Annie va quand même prendre la défense de ses deux copines horribles, et ça moi ça m'a mis je suis en train de dire que c'est des copines horribles, homophobes, racistes, qui ont raison. Ce livre vraiment m'a fait monter une haine énorme parce que il y a des gens qui méritaient des claques et qui ne se les ont pas prises. Ça n'enlève pas que ce livre était quand même assez mignon et la représentation était du coup géniale. J'ai vachement aimé rencontrer un petit peu cette culture là que du coup je connaissais absolument pas. Très rapidement les amis, parce qu'on a plein d'autres choses à dire aujourd'hui, nous allons parler de Believe Me. Et j'avais été super en colère par la fin du tome 6, et là du coup on a eu notre vraie fin, même si ça a stylisé je pense plus comme un grand épilogue. Le fait que ce soit du point de vue de Warner, j'ai adoré. Bon, vous savez c'est mon mari, voilà, toute la vie mon mari, personne ne peut arriver à sa hauteur. C'est en lisant ce livre que je me suis rendu compte à quel point il avait manqué. Ses réflexions m'ont manqué, la manière dont il parle m'a manqué, la manière dont il est. C'est un des personnages les mieux construits que j'ai lu de toute ma vie, parce que là j'ai passé 200 pages dans sa tête et c'était une masterpiece. Et ça m'a fait du bien d'être dans sa tête et j'ai encore plus appris à le connaître. Warner c'est un personnage qui est resté le même. Il n'a pas changé au cours de la saga, son essence est restée la même, mais il a grandi, il a appris, il est devenu plus mature. J'ai trouvé qu'on a fait stresser Warner juste pour faire stresser Warner, juste pour montrer qu'il est stressé, parce que là du coup il était stressé tout le long et moi ça m'a stressé quoi. Le plus gros souci par contre que j'ai eu avec ce livre, c'est que elle a confirmé que Juliette, plus Juliette quoi. Je ne suis pas d'accord, Juliette ce sera Juliette toute ma vie, et je m'en fous qu'elle ait fait un paragraphe comme ça pour nous expliquer non mais Juliette non, arrêtez avec vos conneries de changer de prénom au milieu de la saga. J'étais assez déçue par la fin parce que ce putain de mariage s'est encore fait couper au milieu. Dans le tome 6 elle a coupé avant le mariage, les gens lui ont hurlé dessus en lui disant mais Tahele pourquoi tu as coupé le mariage? Elle nous a regardé, elle nous a dit ah bon mais vous voulez voir le mariage? Comment ça, tu crois vraiment qu'on va pas vouloir voir le mariage? Au final elle a fait le mariage pour couper au moment où Juliette descend l'allée.
Moi je voulais les vœux, je voulais les échanges d'alliances, je voulais qu'ils se regardent les yeux dans les yeux, je voulais qu'ils disent je t'aime, I do, vous pouvez embrasser la mariée. Et bah non, on l'a dans le cul. Bon, c'était drôle, il s'est passé des trucs dans la salle de bain, j'ai bien rigolé. Si jamais le tome 6 vous a laissé sur votre faim, je vous conseille le tome 7 parce que ça vous réconciliera un petit peu avec la saga, mais ça reste quand même dans la même longueur d'onde que la nouvelle trilogie. Ensuite, je vais vous parler de Flashfire, le tome 2 de The Extraordinary de TJ Klune. Alors, j'ai lu le tome 1 au tout début de l'année dernière et ça avait été un de mes grands coups de cœur. J'étais dans ma période Miraculous et du coup, lire des livres avec des super-héros, c'était ma passion. On continue de suivre l'histoire de Nick et Seth. Ce sont deux adolescents dans cette ville où il y a justement des super-héros. C'est un petit peu l'ambiance Avengers. Et les super-héros doivent garder leur identité secrète. Nicolas, lui, depuis qu'il est tout petit, in love de un super-héros. Il fantasme sur lui, il écrit une fanfiction sur lui. Sauf que Nicolas, il est atteint de TDAH et c'est un énorme complexe pour lui parce qu'il se dit que aucun super-héros ne serait intéressé par un gars comme lui. Ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce tome 2. J'ai retrouvé vraiment des personnages qui sont mes comfort personnages. C'est un univers qui est vraiment doux mais en même temps très drôle. En fait, c'est un livre qui est léger même s'il traite de choses très difficiles. Nick, je l'adore toujours autant. Seth aussi, je les aime tous les deux. Mon premier petit regret pour ce tome 2, c'est qu'on n'ait pas eu assez de scènes Nick-Seth. C'est mes scènes préférées. Je suis un peu restée sur ma faim parce que je trouve que ça manquait de leur interaction. Il y a plein de moments dans le livre où il se passait des trucs de malade. Les deux étaient séparés. Du coup, ils ne pouvaient pas discuter et ça a en fait enchaîné sur d'autres trucs et du coup, il y a plein de conversations qui se sont perdues. Plein de fois, je me disais oh là là, mais ça, mais c'est énorme, mais ça mérite tellement une énorme conversation. Et en fait, ils enchaînaient sur un autre truc et au final, bah, ils en ont jamais reparlé. Ensuite, dans ce livre, il y a eu un énorme plot twist. J'ai vachement aimé. Je suis trop contente que TJ il a décidé de faire ce plot twist. Ça nous fait encore plus sourire. Par contre, c'était pas assez traité. Moi, c'était tellement un big deal. Genre, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais waouh! Au final, on n'en a pas tant parlé que ça. C'est passé crème. C'est vraiment passé crème. Je pensais qu'on allait avoir mais des chapitres entiers sur ce truc quoi. Je me demande si jamais c'est pas un petit peu un raté parce que c'est censé être un big deal. En fait, c'est pas du tout passé comme un big deal. Sinon, franchement, ça m'a nourri parce que le paranormal, c'est un de mes genres préférés. Je suis trop contente d'avoir toujours un petit peu de paranormal. TJ Klune, franchement, c'est le roi du paranormal. Il écrit toujours aussi bien. Il fait des personnages qui sont toujours aussi attachants. Une saga feel good. Vraiment, voilà. Là, les amis, ça rigole plus parce que je vous parle de mon premier livre préféré de l'année. Et pour l'occasion, je mets la couronne. C'est une romance new adulte. Incroyable n'est pas le mot. C'est plus que pépite. Il a tout. Il a réalisé tous mes rêves. Un pitch que t'es pas prêt. Charlie est un ingénieur dans une énorme société. Sauf qu'il n'est pas très fort en termes de relations sociales. Ça en fait amène son équipe d'ingénieurs de carrément le virer. Afin de retrouver une popularité et de montrer qu'ils sont totalement capables. Sa meilleure amie a la bonne idée de l'inscrire à une télé-réalité qui s'appelle Ever After, qui est en fait un peu les princes de l'amour ou le bachelorette ou la flamme. Il va être entouré de 15 princesses et il va devoir en éliminer au fur et à mesure et à la fin il doit se marier avec une des princesses. C'est un enfer pour lui parce que bah, de 1 il a pas mal d'anxiété sociale, les gens c'est pas sa passion et de 2 l'amour aussi c'est compliqué pour lui. Il arrive sur le tournage tendu, blanc comme un linge, sur le point de vomir et en fait il se fait coacher par Dev, donc il fait partie de l'équipe de tournage et lui Ever After c'est sa passion, il est romantique, il regarde ça depuis qu'il est tout petit et en fait lui son rôle c'est de s'occuper des princes, de les coacher pour la caméra. Dev va se retrouver avec un Charlie dans les mains et il va se dire oh putain alors lui il va falloir le détendre parce que il va rendre super mal à la caméra, croyez-le ou pas, mais Dev va réussir à détendre. Les deux vont commencer à avoir une relation hors caméra. Donc ça c'était le pitch. C'est rien, c'est genre 25% du livre parce qu'en fait... Je voudrais que vous voyiez mon cerveau là, putain, regardez comme je suis rouge, la même couleur que le livre. Les personnages les plus incroyables que j'ai vus de toute ma vie. Parlons de Charlie. Il gagne je pense le award du personnage le plus attachant, pour lequel t'as de l'empathie et t'es avec lui, tu l'aimes, tu le soutiens, tu l'encourages dans son aventure. Charlie, il a OCD, c'est trop obsessionnel je pense. Donc voilà, de la neurodiversité encore une fois, donc ça fait plaisir de voir de plus en plus de représentations de neurodiversité, franchement merci. Il y a pas mal de psychophobie sur le set, en fait il y a des gens qui lui parlent mal, lui font des réflexions et nanana. Et en fait en même temps Charlie il va découvrir son orientation sexuelle au fur et à mesure de cette compétition. Il est entouré de femmes toute la journée, il doit finir par se marier avec une femme et en fait il va y réaliser que de 1 il est asexuel et qu'il est peut-être homo-romantique, le petit Dev.
Même si Dave au début était celui qui était le plus ouvert, le plus impliqué, et Charlie celui qui était beaucoup plus renfermé, ça va s'inverser. Parce que quand Charlie va se sentir vraiment dans un espace de sécurité où il sent qu'il peut être vulnérable avec Dave, en fait il va s'ouvrir et là c'est Dave qui va se refermer. Dave lui est en dépression. C'est vraiment mal passé dans ses dernières relations. Ce que j'ai trouvé qui était absolument phénoménal, c'est que les deux ils vont se tirer vers le haut, ils vont s'aider l'un l'autre, ils vont se soutenir l'un l'autre. Il y a un moment dans le livre qui est je trouve incroyable et que je n'ai pas assez souvent vu. Quand il est apparu, je me suis mise comme ça, j'ai fait Dave refuse d'aller voir un thérapeute, refuse de se faire aider parce qu'il dit que ça va, il gère. Mais alors que non, il ne gère pas. Charlie va lui dire: mais Dave, moi je veux pas avoir une relation avec toi si jamais tu veux pas te faire aider. Moi je ne veux pas devoir te servir de psy, je veux pas, c'est trop pour moi, je ne veux pas prendre cette responsabilité là. Merci que Charlie il ait pas la réaction de dire non mais moi je vais t'aider. Non, Charlie dit j'ai pas les épaules pour ça et je veux que tu ailles bien Dave. Et il n'y a pas que l'amour dans la vie, l'amour c'est pas suffisant en fait. Et Dave ça l'a secoué parce qu'il s'est dit mais putain mais je crois qu'il a raison. Il n'y a pas à trouver ça intriguant, intéressant, sexy, quelqu'un qui va mal. Parce que ça c'est quelque chose que je vois souvent. Je suis attirée par cette personne parce qu'elle va mal. Et ça je vous jure, ça me met ultra mal à l'aise. Il dit pas à Dave je veux pas toi parce que t'es en dépression. Non, il lui dit je veux pas toi parce que tu veux pas prendre soin de toi. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, j'ai adoré franchement comment toutes les maladies mentales et la neurodiversité a été gérée dans ce livre. J'ai aussi énormément apprécié toutes les discussions sur l'orientation sexuelle. Il y a eu tout le passage où Charlie en fait se questionne sur la sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire la sexualité? Est-ce que je peux être asexuelle si je sens quand même de l'attirance? Comment ça se passe? Donc moi c'est vrai que ça c'est les choses qui m'ont le plus touchée. Mais à côté de ça il y avait pas mal de représentation. Vous avez peut-être pu le comprendre, mais trigger warning pour dépression, pour biphobie, pour homophobie, pour racisme, pour discrimination. Et aussi je tiens à préciser, les scènes intimes étaient assez légères, c'était pas ultra graphique. Donc si vous aimez bien ce genre de romance, et allez-y. Il est temps de terminer cette vidéo avec le dernier livre, encore une romance, mais waouh. En fait je sais pourquoi j'aime ces deux autrices et j'aime ce qu'elles font pour la romance, je les applaudis. Donc voici l'histoire de Jessica Davis qui a 26 ans, qui a une petite fille de 7 ans, qui galère un petit peu. Elle a un job mais elle gagne pas beaucoup, du coup c'est un peu compliqué. Elle a une mère alcoolique dont elle doit s'occuper de temps en temps. Les relations amoureuses, elle a pas trop le temps, pas trop l'énergie pour ça. Et sa meilleure copine, c'est donc une autrice de romance et en fait elles vont tomber sur une application dans laquelle tu peux envoyer tu fais un test PCR mais de la bouche là, ça va te matcher avec quelqu'un selon tes gènes. T'as le match cœur, le match doré, le match diamond, le match titanium en fonction du nombre de pourcentage de cohésion avec la personne. Un soir c'est vraiment la DEL, c'est vraiment la loose pour Jessica et elle se dit bon vas-y j'ai envie de rêver et elle fait le test. Alors après elle y repense plus. Elle reçoit un coup de fil de l'entreprise qui lui dit venez immédiatement dans notre bureau. Donc elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes notre plus haut match, 98%. Mais pas avec n'importe qui. Elle travaille dans un magasin de café, la petite Jessica. Il y a un mec qui tous les matins il arrive, il prend son café, il se taille et pas un sourire, pas un bonjour, pas un merde et que du coup les deux là elle le déteste. Et c'est lui. Parce qu'en fait ce mec qui travaille dans l'entreprise de l'application, elle l'aime pas, lui il l'aime pas non plus. Lui c'est son application donc il va pas dire non j'y crois pas parce qu'il a littéralement créé l'application. En fait c'est hyper tendu. Elle est en mode t'es qui? Ok on a 98% mais moi je veux pas m'engager dans un truc, enfin je comprends pas. Et lui il est en mode j'ai créé cette application, il nous a dit qu'on a 98%, c'est qu'on a 98% meuf, donc je ne vais pas te lâcher. T'apprends à connaître le docteur River Peña du coup, en échange on te donne de l'argent pour que ça fasse un petit peu de pub, voilà. Donc elle le fait. Cette histoire m'a fait énormément de bien parce que les personnages étaient adultes. J'ai sous-estimé à quel point c'était différent les romances avec des gens qui ont 19 ans que des gens qui en ont 26. Il y a plein d'embrouilles à la con qu'ils ont pas parce qu'ils sont adultes, ils sont matures, ils sont responsables. Ils sont allés à un date par exemple et pendant le... Pourquoi il y a un avion? T'es en classe A frère. Désolée j'ai encore ma couronne alors qu'on n'est pas dans le même lieu. La mauvaise frustration n'existait pas. Les petites scènes que l'autrice fait exprès pour faire chier. Par exemple, il va pas lui dire un truc et du coup elle va être vénère. Ils vont être interrompus alors qu'ils étaient en train de se choper et du coup après ça va être gênant et ils vont plus jamais en reparler. Non. Et ça franchement mais genre waouh, le téléphone a sonné et là je me suis dit il a raccroché et il est revenu dans le lit et ils ont continué. J'ai trop souffert des interruptions comme ça parce que dans tous les livres que j'ai lus, dès qu'il y avait des interruptions, ils reprenaient pas. Il y a ce mot là qui me vient, c'était effortless.
Ça s'est fait naturellement, ils se sont laissés porter. Rien n'était gênant, il n'y avait pas cette gênance bizarre. Genre, je vais vous dire un exemple. Clairement, à un moment donné, ils ont compris qu'ils étaient un petit peu en train d'avoir du désir l'un pour l'autre. Et au lieu d'être en mode oh non, mais je suis en train de le désirer, oh non, la meuf elle a dit bah là, tu vois, en ce moment, j'ai très envie de toi. Et moi, je te vois. Genre elle lui a dit mais de manière très honnête. Elle lui a dit ah ben moi aussi ça tombe bien. Et ça n'a gêné personne. La planète a continué de tourner. Là je suis en train de développer une obsession sur les gens adultes. Quand ils se sont dit ah ouais je crois qu'on s'attire mutuellement. Ah ouais. Et ils ont continué de manger comme ça. Ce livre est fait pour les gens stressés parce que personne n'est stressé dans ce livre. Dès qu'une situation pourrait amener du stress ou pourrait te faire angoisser, les personnages sont tellement détendus que tu n'es plus du tout angoissé. C'est incroyable. Lisez ce livre si vous voulez déstresser. Le seul petit point qui a fait que je lui ai pas donné 5 étoiles, à la fin, il y a un truc qui n'est pas résolu. Ils ont décidé tous les deux de pas ouvrir un papier très important. Mais la team ne pouvait pas nous teaser un truc de malade pendant tout le livre et au final dire mais non mais c'est pas ça qui compte, on n'a pas besoin de ça. Mais je voulais savoir putain ce qu'il y avait dans la lettre. Encore une fois pour celui-là, les scènes intimes, c'était pas forcément dans le détail. Si vous préférez vos scènes un petit peu caliente de cette manière-là, et ben hop, foncez parce que celui-là le fait très bien. Et voilà les amis, j'ai fini de parler. Donc j'espère que ça va devenir une petite mode, que je puisse avoir les livres dans ma main alors que j'en parle. Moi j'ai absolument apprécié, j'ai pu les secouer, j'ai pu les taper, ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres, si jamais vous les avez vous aussi lus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.